merci à Merci à nouveau vous deux. pour cette présentation. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc Clémentine Lévy, qui est hépatologue et réanimatrice à Lille, et donc qui va vous parler très, très légitimement de foie et grossesse. Clémentine, c'est à vous. Le micro. Ah, c'est bon, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Donc oui, moi effectivement, je vais vous parler du foie et de la grossesse et notamment des complications hépatiques qui peuvent mener à la réanimation. Alors, ça fonctionne. Donc on va commencer par un cas et après on va revenir sur deux pathologies principales qui peuvent amener des patientes avec des perturbations du bilan hépatique en réa. Donc c'est un cas tiré d'une des patientes qu'on a reçue au CHU, patiente de 28 ans, sans antécédent, G3P2, qui avait bénéficié en 2008 d'une césarienne pour des anomalies du rythme cardiaque fœtal, mais sans prééclampsie alors. Elle consulte à Dunkerque à 33 plus 6 semaines, plus 6 jours d'aménorrhée, un suivi totalement standard. Elle arrive pour des contractions des métrorragies, elle est normotendue à l'arrivée. D'emblée, ce qu'on voit, c'est qu'elle a des réflexes ostéotendineux normaux, un manque d'humour et quand même une difficulté à une discussion poussée et l'absence de flapping. C'est une patiente qui présente depuis quelques jours des nausées, 2 épisodes de vomissement, pas de prise médicamenteuse et d'emblée à l'examen clinique, un ictère conjonctival. Elle présente une soif intense, elle le dit dès le départ, pas d'œdème et à la BE, elle a une croix de protéinurie. Il y a un bilan qui est prélevé immédiatement qui va retrouver d'emblée une hépatite cytolytique avec AZAT 488, ALAT 620. Les pales et les gamma-GT sont indisponibles alors. Une bilirubine qui est élevée, qui est conjuguée, une hyperlactatémie à 3, une protéinurie sur échantillon qui est légèrement élevée, une insuffisance rénale aiguë. Elle a une glycémie qui est légèrement diminuée à 0,7 et d'emblée des grosses perturbations du bilan de la coagulation avec une thrombopénie aux alentours de 114 000, une insuffisance hépatocellulaire quand même d'emblée assez sévère avec un TP à 51%, un facteur 5 à 60% et un fibri à 0,96. L'échographie abdominale est réalisée rapidement. Elle trouve une échographie rénale normale, sans signe de dilatation, et une échographie hépatique qui ne retrouve pas d'acide, un foie d'échostructure normale et l'absence de stéatose. Dans ce contexte, il y a un fond d'œil qui est réalisé, qui est rassurant dans le contexte de protéinurie. Elle est transférée à Calais, donc une maternité de niveau 3, où elle bénéficie d'une césarienne rapidement, avec hémorragie de la délivrance dans le contexte de troubles de la coagulation. 1,7 litres, elle va recevoir du fibrinogène, de l'hexacil, 2 kg de PFC, et par la suite, elle est transférée chez nous pour suite de la prise en charge. À l'arrivée, elle a d'emblée un bilan hépatique qui s'est que très légèrement amélioré après l'extraction et surtout une persistance de troubles de la coagulation sévère avec un TP à 62%, un facteur 5 à 55, un fibré à 1,4, une apto qui est diminuée mais dans le contexte de perturbation du bilan hépatique, pas de schizocide, des LDH élevés, une hyperlactatémie. Elle sort du bloc confuse, le flapping est impossible à évaluer parce qu'elle a des troubles de conscience, elle est oligurique et elle reste normotendue. L'idée, c'était de vous faire réfléchir sur le diagnostic qui va s'avérer être une stéatose aiguë gravidique et comment on peut arriver du coup à ce diagnostic-là. Donc, juste en termes de généralité, les complications hépatiques de la grossesse, ça représente près de 3% des grossesses sur les grandes séries. C'est des complications qui sont multiples, qui ne vont pas toutes être graves et qui peuvent être gérées pour certaines, totalement par un hépatologue ou l'obstétricien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ictère, c'est toujours un facteur de risque materno-fœtal et que ça doit toujours vous inquiéter. On va commencer par la stéatose aiguë gravidique, donc qui est une des pathologies les plus graves, qui va apparaître généralement au 3e trimestre. 25% vont apparaître qu'en postpartum et qui a une physiologie particulière. Donc, au cours de la grossesse, ce que vous allez voir, c'est une diminution de l'oxydation des acides gras à longue et moyenne chaîne et une augmentation des taux d'acides gras sanguins au cours de la grossesse, avec un foie qui supporte un petit peu moins finalement cet afflux d'acides gras. Ce qu'on sait, c'est que chez les patients qui vont faire une stéatose aiguë gravidique, le fœtus a souvent un déficit justement dans la capacité d'oxydation de ces acides gras à longue et moyenne chaîne, et ce qui entraîne du coup une augmentation encore plus importante de ces acides gras à l'intérieur du sang maternel. Ce qui va arriver du coup, c'est une infiltration graisseuse des tissus qui va se voir surtout au niveau du foie, mais qui se verra également au niveau du rein et au niveau du pancréas sur des séries notamment autopiques. Les critères qui ont été développés en fait
pour essayer de diagnostiquer la stéatose aiguë gravidique, qui s'appellent les critères de Swansea. Ils vont reprendre en fait des critères cliniques qui sont les douleurs abdominales, les vomissements, la polyuropolydipsie et des critères biologiques, notamment signes d'insuffisance hépatocellulaire aiguë, ictère et hypoglycémie, et des troubles de la coagulation. Ils sont malheureusement assez aspécifiques. On dit qu'il en faut 6 ou plus pour commencer à penser à une stéatose aiguë gravidique. Ce qui a été retrouvé dans une série qui était sortie en 2008, c'est que 50% des patientes qui vont présenter un HELP finalement présentent 6 au moins de ces critères cliniques. Donc, comment réfléchir et comment y penser? Il y a des signes qui ne trompent pas. L'ictère, il est présent dans 100% des cas. Bilirubine conjuguée. La polyuropolydipsie, on la retrouve souvent à l'interrogatoire. Donc ça, il faut avoir la capacité d'interroger la patiente, l'avoir eu des fois en première main, pas qu'elles soient intubées. Les nausées, souvent, qui vont être antérieures au diagnostic, on les retrouve 3 jours, 4 jours avant. Une insuffisance hépatocellulaire qui est d'emblée très marquée, même avant l'accouchement, même avant un potentiel saignement. Et des fois, des douleurs abdominales et une lipase augmentée qui vont révéler une atteinte pancréatique qui est également secondaire, du coup, à l'infiltration graisseuse. L'échographie, elle est aspécifique. En fait, en anapathe, cette stéatose, c'est une stéatose microvésiculaire qui ne va pas forcément se voir sur l'échographie. On la retrouve dans 25% des cas. C'était une série anglaise qui reprenait quand même de nombreux cas de stéatose aiguë gravidique. La stéatose, elle n'est pas non plus spécifique, vu qu'elle est possible chez tout patient métabolique, et on sait, avec le vieillissement de la population et le fait que les gens soient plus gros actuellement, que la stéatose, elle est assez fréquente, même chez des femmes jeunes. Ce qu'on peut retrouver de temps en temps, c'est de l'acide, qu'il ne faut pas confondre après avec un épanchement intrapéritonéal, notamment sanguin. Les critères de gravité, c'est des critères hépatologiques. Donc, c'est des critères de greffe habituels. C'est l'encéphalopathie hépatique, l'ETP à moins de 50%, donc la définition d'une hépatite fulminante, et également l'hyperlactatémie persistante qui est retrouvée comme étant un facteur de mortalité. Le premier traitement, c'est l'extraction, généralement par césarienne, qui est souvent fait au moment où on va vous adresser la patiente. Il faut savoir appeler quand même le centre de transplantation, ce qu'on va le voir après. Il y a une partie des patientes qui ne vont pas s'améliorer malgré l'extraction fœtale et qui peuvent évoluer dans les heures qui suivent vers une hépatite fulminante dont elles peuvent décéder. La N-acétylcystéine, qui est recommandée dans les hépatites même non paracétamol, elle est bien sûr pas prouvée dans la CHAG, qui est quand même une pathologie rare qui n'a pas pu être étudiée sur le long terme. Les échanges plasmatiques ont parfois été proposés dans des pays où on ne transplante pas, où l'accès à la transplantation est très difficile. Pareil, assez peu de preuves et surtout des case reports. Qu'est-ce que, en termes de transplantation, donc comme je vous disais, il y a des cas existants là où les patientes ne s'améliorent pas, voire s'aggravent en post-extraction et vont finir encéphalopathe de grade 3-4 à nécessiter une intubation. Il y a une série qui s'est attachée à regarder le devenir justement de 39 patientes transplantées sur 16 ans aux États-Unis pour stéatose aiguë gravidique. Les critères, en fait, ils se rapprochent d'insuffisance hépatocellulaire aiguë non paracétamol en termes de critères de greffe, donc plutôt des critères qui vont regarder un TP bas et une encéphalopathie hépatique de grade 3 ou 4. Le devenir, il est moins bon sur le long terme. Ça, on ne sait pas exactement pourquoi, avec des patients qui font plus de rejets, qui ont un greffon qui va durer moins longtemps. Voilà, donc il faut savoir quand même après l'extraction, surveiller ce bilan hépatique, surveiller la patiente cliniquement, regarder le EEG, savoir discuter avec les pathologues pour éventuellement discuter d'une transplantation à ce moment-là. La deuxième pathologie avec laquelle on peut des fois avoir des similitudes et des difficultés en fait de diagnostic, c'est le HELP syndrome, donc qui fait partie, comme on a dit, du spectre de la prééclampsie. C'est une MAD gravidique par défaut d'implantation trophoblastique et ischémie placentaire. Au niveau du foie, ce que ça va toucher, c'est le sinusoïde hépatique qui va s'obstruer et ce qui va donner cette douleur en barre épigastrique. On sait que dans le foie, ce qui fait mal, c'est les voies biliaires et les vaisseaux. Donc, c'est pour ça que les patientes vont se plaindre d'une hépatalgie ou d'une douleur épigastrique. L'échographie, elle doit être systématique dans ce cas, parce qu'il y a un haut risque en raison de la nécrose hépatocytaire et de l'obstruction sinusoïdale d'hématomes, voire d'ischémie ou de rupture de foie, qui peuvent aller jusqu'à entraîner du coup, le décès de la patiente,
nécessiter une embolisation, voire une chirurgie dans les cas les plus résistants. L'échographie, elle doit être systématique en cas de suspicion de HELP. Comment on fait théoriquement pour le traiter? C'est le traitement de la prééclampsie, sans qu'il y ait de preuve dans la littérature sur le HELP de l'intérêt du magnésium ou des antihypertenseurs, parce que ça n'a pas été étudié seul, ça a toujours été étudié au sein de cohortes finalement de prééclamptiques. La première chose à faire, effectivement, c'est l'extraction. Donc ça, va falloir voir le terme, avoir une discussion médico-chirurgicale avec les obstétriciens. Et effectivement, il y a une aggravation possible post-extraction, que ce soit sur le plan de l'hémolyse ou sur le plan du bilan hépatique, ce qu'on voit généralement un petit peu moins. Et la seule chose dont on a déjà parlé avant, mais en cas de non-évolutivité ou de tableau atypique, il ne faut pas hésiter à rechercher une anomalie du complément ou d'autres types de maths. Comment on fait la différence entre les 2? Il faut reprendre l'histoire, c'est la chose quand même la plus importante. Les patientes qui ont une stéatose aiguë gravidique, souvent elles ont une histoire de la maladie qui commence plus tôt. Elles n'ont pas d'œdème, elles vont avoir des symptômes, des nausées, des vomissements, une sensation de malaise. Cette polyuropolydipsie, quand on reprend l'histoire, il y a souvent des choses qui vont préexister, qu'il faut s'attacher à retrouver. Quand il y a de l'HTA, elle est généralement moins sévère et moins fréquente. Et les plaquettes vont avoir tendance à être plus hautes. Ça reste une maladie du foie en priorité et c'est ce que vous allez voir sur le bilan. Plus d'ictère, plus d'insuffisance hépatocellulaire, même hors contexte de saignement, trachélihypoglycémie qui peut être un signe en plus d'insuffisance hépatocellulaire aiguë. Et vraiment, attachez-vous à l'ictère, c'est vraiment ce qu'on retrouve à chaque fois. Ce que je voulais juste vous rappeler, c'est on va parler quand même pendant quelques minutes des patientes cirrhotiques qui peuvent être enceintes, parce qu'effectivement maintenant ça arrive avec les méthodes de traitement pour préserver la fertilité des patientes qui sont mieux prises en charge d'un point de vue hépatologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modifications physiologiques de la grossesse, elles vont amener à une aggravation de la cirrhose, notamment à une aggravation de l'hypertension portale en raison de l'augmentation du débit cardiaque, de l'inflation hydrosodée qui va en découler, d'une diminution des résistances périphériques. Donc finalement, c'est la même physiopathologie que celle de l'hypertension portale. Et il faut savoir que la thrombopénie et l'anémie vont s'aggraver généralement au cours de la grossesse. Il existe des femmes enceintes cirrhotiques, c'est assez rare, mais maintenant on a pas mal de patientes qui ont une pathologie biliaire ou auto-immune qui vont pouvoir faire des enfants. Il faut faire attention à une chose en réanimation, c'est les varices. Donc elles vont avoir finalement une hypertension portale qui va avoir tendance à progresser au fur et à mesure de la grossesse. Il faut savoir ne pas arrêter les bêta-bloquants. Il y a des études, notamment pour l'avlocardine et le carvedilol, faites pendant la grossesse, études qui étaient faites dans un contexte plutôt cardiologique, qui montrent qu'il n'y a pas d'altération de la croissance ou de modification morphologique du fœtus. Et c'est des patients qui sont à très haut risque de saigner, avec pour le coup des traitements qui marchent moins bien lors de l'hémorragie quand elles sont enceintes et un risque de perte fœtale qui est majeur. Et une dernière chose, si on vous adresse une patiente qui a des douleurs abdominales, qui est enceinte et qui a de l'acide, méfiez-vous quand même du Budd-Chiari, donc de l'obstruction des veines hépatiques. On sait que près de 15% des Budd-Chiari sont diagnostiqués pendant la grossesse, notamment au cours des quelques premiers mois. Ça, c'était une série qui avait été sortie en France en 2016, en 2009, donc il ne faut pas hésiter quand même, devant toute douleur abdominale, épanchement intrapéritonéal, apparition d'acide, à leur faire une écho ou éventuellement une IRM. Voilà. Et juste pour revenir du coup au cas, les choses qui vous amenaient à discuter quand même d'emblée le CHAC, c'est ce dont on a parlé. Donc les vomissements, l'ictère, la sensation de soif, le fait que le tableau de prééclampsie ne soit pas prédominant, avec certes une légère protéinurie, mais une tension qui était normale, des réflexes qui sont normaux, pas d'anomalies neurosensitives, notamment visuelles, et d'emblée des grosses perturbations du bilan hépatique avec un ictère et des perturbations de la coagulation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Clémentine? Alors, en attendant que les uns et les autres réfléchissent à des questions, moi j'en aurais une. Donc, tu nous as bien dit que pour la stéatose, l'extraction, la plupart du temps, règle le cas. Alors, je sais que c'est quand même assez rare, mais est-ce qu'on a une idée d'un pourcentage de situations dans lesquelles, effectivement, l'extraction fétale ne suffit pas
à régler et qu'on s'oriente à ce moment-là potentiellement vers une transplantation hépatique? En fait, on n'a pas vraiment d'idée parce que là où c'est décrit, c'est des séries qui vont s'intéresser à la transplantation hépatique, donc forcément, il y en a plus. On a l'impression qu'il y a à peu près 20% des patientes qui ne vont pas s'améliorer immédiatement, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont nécessiter la transplantation hépatique, mais elles vont nécessiter la réanimation et le traitement comme une hépatite aiguë fulminante. Et dans celle-là, il y a une petite proportion qui vont devoir accéder à la transplantation, avec vraiment des patients qui vont pas du tout s'améliorer, un TP qui va continuer de chuter, un lactate qui va continuer d'augmenter. Et ça, c'est dans les 48 heures post-accouchement généralement. C'est des patientes, c'est d'emblée les plus graves, qui ont souvent des signes neurologiques dès avant l'accouchement. Mais ça concernerait quand même peut-être 15-20% des malades selon les séries qu'on peut voir. Ok, merci beaucoup. Il y a une question de Quentin. Faut-il mettre donc les patientes atteintes de stéatose aiguë gravidique sous maltose, un petit peu dans le même esprit que en néonate sur les déficits des longues chaînes et des moyennes? Non, il y a aucune étude, il y a assez peu de case report pour effectivement tout ce qui est de jouer sur l'oxydation des acides gras, leur métabolisme, etc. Il y a assez peu de choses qui ont été faites, notamment parce que souvent ça a été fait sur des femmes qui étaient encore enceintes, donc peut-être avec une frilosité à essayer des nouvelles thérapeutiques. Et on a là, en tout cas, ça n'a pas été retesté dans les suites. C'est des patientes, en fait, probablement, si elles continuent à s'aggraver, il faut plutôt les référer au centre de transplantation et que l'amélioration, elle serait trop lente à avoir et qu'on risquerait de perdre du temps. Donc, il y a assez peu de cas décrits sur justement de la supplémentation ou du traitement un peu métabolique. En revanche, si je peux donner un petit complément, ce qui est sûr, c'est quand on fait le diagnostic de stéatose aiguë gravidique, il faut prévenir les métaboliciens pédiatres pour qu'il y ait une étude chez l'enfant, Ouais, du déficit. puisqu'il peut y avoir un déficit en fait de l'enfant qui retentit chez la mère. Et donc, il faut aller rechercher des troubles de Les la troubles chaîne enzymatique de métabolisme des acides gras chez l'enfant. C'est près de sur les séries qui ont été faites et qui ont été amenées à étudier ça, hein, c'est 4 grossesses sur 5 dont le fœtus a quand même un trouble de l'oxydation des acides gras. Donc c'est quand même très fréquent. Alors, nous, on essaie de le rechercher systématiquement. C'est les premiers cas qui l'ont décrit, c'était très très fréquent. Là, je pense maintenant que c'est recherché un peu plus systématiquement, c'est plus rare, hein. Effectivement, il faut que les enfants ils soient à chaque fois référés pour un test métabolique. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Clémentine? Moi, j'avais une question pour la stéatose aiguë. Est-ce que l'échographie et le scanner ont la même rentabilité? Alors, la stéatose, hein, comme on le disait, c'est une lésion autopsique et anatomopathologique, microvésiculaire, donc qui ne va pas forcément se voir, hein, qui se verra près que dans 25 à un tiers des cas sur l'imagerie. Le scanner, il n'améliore pas la sensibilité de cette recherche-là. Par contre, le seul avantage du scanner, c'est le diagnostic différentiel. Rechercher la pancréatite qui peut être associée avec un facteur de risque de mortalité indépendant dans la stéatose aiguë gravidique ou rechercher un diagnostic différentiel sur le plan abdominal ou hépatique. Mais en termes de recherche de la stéatose, ça n'apporte pas plus, donc vous n'êtes pas obligé d'injecter votre patient de la scanner. Ok, merci. Euh, j'ai bien aimé ton tableau où tu montres bien les différences, hein, entre HELP et stéatose. Donc, tu as bien montré qu'en fait, les altérations, notamment du bilan hépatique, étaient plus intenses et peut-être plus précoces en termes de justement de chronologie. Est-ce qu'on, tu vois, à quel terme est-ce qu'elles, enfin pas le terme, si en termes de semaines justement, est-ce qu'elles apparaissent un petit peu plus tôt finalement Alors, que le HELP ou... ça peut apparaître, c'est généralement 32 à 34 semaines, ça peut apparaître plus tard. On a l'impression que ça serait comme un peu certaines prééclampsies sévères un petit peu plus tôt, mais il n'y a pas, on ne retrouve pas un terme vraiment exactement précis, c'est au cours du 3e trimestre. Par contre, effectivement, les perturbations du bilan hépatique et de la coac, elles sont beaucoup plus marquées dès le départ. C'est-à-dire avant même d'avoir été accouchées, d'avoir potentiellement saigné, elles arrivent d'emblée avec un TP qui va être très bas, ce qui contraste avec des plaquettes qui, là, vont être relativement conservées. Ça, c'est un des éléments, effectivement, qu'on retrouve à chaque fois.
Ok, merci. On a une question. Pourquoi la présence d'un syndrome polyuréopolydipsique dans la stéatose? Alors, le syndrome polyuropolydiptyque, il est lié en partie, a priori, à des phénomènes infiltratifs sur le plan pancréatique potentiellement, et il y a aussi des choses sur le plan rénal que là, je ne serais pas capable honnêtement d'expliquer physiopathologiquement. Il y a une partie qui est vraiment liée à une infiltration pancréatique avec des mécanismes aussi de diurèse osmotique qui y sont associés. Voilà, au niveau rénal. Ok. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Est-ce que on pourrait imaginer un petit peu de la même façon que la prééclampsie dans les formes entre guillemets les moins sévères, même si tu as dit que Mmh. parfois le tableau peut être très brutal. Voilà, est-ce qu'on peut essayer de poursuivre un petit peu la grossesse? Quelles Il sont y les a recommandations? là, les recommandations européennes en fait et pathologiques sur les anomalies de la grossesse, elles sont sorties cette année et justement, il y a des gens qui suivent des grossesses qui vont présenter une stéatose aiguë gravidique pour voir si un traitement conservateur était possible. Il faut vraiment que les anomalies elles soient minimales. En fait, généralement, c'est des patients qui ont déjà un antécédent de stéatose aiguë gravidique au cours d'une grossesse précédente et qui vont être suivies de très près. On va voir d'emblée des anomalies apparaître qu'on va surveiller de près. Dès le moment où elles ont une insuffisance hépatocellulaire, au vu du pronostic materno-fœtal qui est vraiment beaucoup plus engagé, souvent il y a très peu de traitements conservateurs. Voilà. Ok. Et puis peut-être un petit peu la même question qu'on a eue pour Alexandre Hertig. Quelles sont les voies de recherche actuellement? Quelles sont les pistes Il y a, potentielles? il y a pas grand-chose parce qu'en fait, le problème, effectivement, on en parlait avec Mercé, c'est que c'est très rare, insuffisamment reconnu. En fait, souvent, il y a beaucoup de diagnostics encore qui sont a posteriori et les voies de recherche, elles sont assez limitées. Les La seule chose, il y a déjà très peu de séries sur la transplantation en elle-même. Le management, il se rapproche finalement de l'insuffisance hépatocellulaire aiguë non liée au paracétamol, donc qui est finalement qu'un traitement symptomatique. Et sur les voies de recherche, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir, notamment sur le plan métabolique et sur le fait d'améliorer peut-être l'oxydation des acides gras chez les femmes enceintes pour limiter la toxicité. Il n'y a presque rien. D'accord. Et donc, tu as bien rappelé que la N-acétylcystéine n'avait pas d'effet, et en même temps, est-ce que c'est éventuellement, En est-ce fait, que ça ça fait peut pas avoir de des mal. effets délétères? Oui, c'est Il y ça, a peu justement. C'est vrai d'effets que, délétères à part quand même le vomissement sur des ouais, perfusions, qui sont, rapides, éventuellement le bronchospasme qui est honnêtement très rare, pour en prescrire, très largement, on en voit très peu. On peut imaginer que dans une situation où on a le doute, déjà sur le diagnostic, on n'a rien à perdre, théoriquement, on sent bien que ça devrait pas beaucoup marcher, mais le proposer, dans le cadre d'une prise en charge finalement symptomatique, moi ça me choque, pas du tout. À partir du moment où on le monitore, on vérifie notamment que les patients ne vomissent pas, inhalent pas, quoi. Mais, effectivement, il y a, les preuves, elles sont très faibles. Dans la littérature, ce qui est reconnu, c'est qu'il y aurait, pour les hépatites aiguës non liées au paracétamol, une amélioration de la survie sans transplantation, sous, NAC. Quand c'est une cause secondaire, que ce soit, le foie de choc ou, des pathologies liées à la grossesse, notamment une infiltration graisseuse prolongée, on a du mal à penser que ça puisse, quand même marcher. ok. Un Bah, cadre. écoute, Et si je peux rajouter merci. quelque chose, Ouais, c'est que souvent les diagnostics, ils sont parfois mixtes, hein. On pense à HELP et en fait, c'est stéatose. Et donc souvent, ces patientes, elles ont reçu du paracétamol à visée antalgique après l'accouchement. Et donc, parfois, hein, il y a ce diagnostic différentiel aussi qui intervient. Donc, il ne faut pas hésiter à les traiter si elles en ont reçu, par contre. ok. Bah, écoute, sur ce message très pratique et frappé au coin du bon sens, on va remercier Clémentine.